Bonjour. Expliquer en quoi le chômage est un mensonge énorme est certainement l'explication la plus compliquée qui soit et la plus longue. Donc je vais essayer de raccourcir tout en essayant de rester intelligible. Mais il nous faudrait un bouquin d'histoire juridique, un bouquin d'histoire sociale, économique, industrielle. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et puis, il y a des acteurs qui sont inconscients, involontaires, et puis d'autres qui ne le sont pas. Alors, pourquoi le chômage est un mensonge? Donc, déjà, au niveau des mots, si on prend par exemple des gens qui ne travaillent pas parce que leurs parents ont une fortune et qu'avec l'argent placé, les intérêts suffisent largement à vivre confortablement, ces gens-là, on les appelle des rentiers. On ne les appelle pas des chômeurs, et pourtant ils sont inscrits comme chômeurs. Mais on les appelle des rentiers. Si on prend maintenant un raisonnement que beaucoup de gens tiennent et qui est complètement faux, qui est celui de se dire il y a 4 ou 5 millions de chômeurs, et puis ensuite il y a au moins autant d'immigrés, donc s'il n'y avait pas ces immigrés, il n'y aurait pas de chômage, c'est encore un raisonnement qui ne tient pas debout. Et puis en plus de ça, il faut reconnaître que nous, humains, même s'il y a des gens et les hasards de l'histoire qui ont divisé le monde en pays, en régions, en tout ce qu'on veut, il n'empêche que chacun d'entre nous, nous avons le réflexe naturel et normal de chercher à vivre dans la société la plus agréable à vivre qui soit. S'il y a deux régions, l'une est en guerre et tout le monde s'entretue, et l'autre c'est la paix et le bonheur, il est certain que vous allez choisir là où il y a la paix et le bonheur. Donc, il est normal qu'il y ait en permanence de l'immigration et dans tous les sens, et ça a toujours été. Ensuite, un autre phénomène dont on peut parler aussi, c'est le rôle des femmes. Jusqu'aux années 60, 70 même, la plupart des femmes ne travaillaient pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'en avaient pas besoin. La paye d'un homme était suffisante à faire vivre toute une famille. Or, on a créé artificiellement le besoin de travailler de la femme, et puis on a géré l'économie de telle manière que les salaires soient tellement bas qu'effectivement il faut maintenant qu'un couple travaille pour avoir une vie confortable. Mais là encore, est-ce que c'est une réalité? Non, les gens de mon âge, on a eu nos mères qui n'ont jamais travaillé de leur vie et puis qui n'ont jamais eu besoin non plus. C'est seulement dans les années 70 qu'a commencé à s'exprimer ce besoin. Alors, pourquoi dans les années 70? Parce que a commencé à se mettre en place tout le gros mensonge économique sur lequel on vit maintenant, les soi-disant crises, déjà dans les années 70, soi-disant les crises du pétrole, et puis ensuite, prétexte sur prétexte, on en est arrivé à une situation de crise économique totale qui est celle qu'on vit aujourd'hui. Mais il faut remonter loin dans le temps pour comprendre tout le schéma de l'activité. L'humain, au départ, c'est-à-dire, je parle d'il y a 5000 ans, on va dire, il y avait toute une partie de la masse humaine qui était esclave et dont les conditions d'esclavage étaient quasi normales. Donc c'était un mode de société dans lequel il y avait des peuples, des gens qui étaient conditionnés dès le départ à admettre qu'ils allaient être esclaves, qu'ils étaient dans une situation où ils naissaient esclaves et ils allaient le rester, etc. Donc c'est un concept qui peu à peu a évolué. On est arrivé au Moyen Âge où alors là c'était le servage. C'était un concept encore un petit peu amélioré de l'esclave, mais vraiment très légèrement. Et puis, et puis ça dans le monde entier, hein, c'est pas seulement en Europe, dans le monde entier, le même schéma a continué de se mettre en place à travers toujours des dirigeants qui sont de plus en plus gourmands, qui veulent s'accaparer toutes les richesses. Et puis, on arrive à la période où on commence à pouvoir accumuler des richesses extrêmes. Alors, ceux qui montrent l'exemple, bah, on pourrait déjà citer le Vatican, puisque ça remonte à la période du XVe siècle environ, où là, cette volonté de richesse extrême
cette exploitation maximum des gens commence à se développer et interviennent déjà des gens qui jouent sur l'économie, c'est-à-dire les premiers banquiers qui sont souvent florentins, romains et autres. Et puis qui, bien sûr, par l'argent, découvrent la relation argent-pouvoir et se développent à travers le Vatican, donc les Borgia, etc. Et puis là, un monsieur qui s'appelle Machiavel, qui a vécu avec César Borgia, a un petit peu expliqué comment exploiter au maximum les peuples grâce à la République et les manipulations qui étaient possibles. Et puis, ça s'est mis en place naturellement, on va dire. Et puis là-dessus, un nouveau marché monstrueux est arrivé, qui est celui de l'esclavage, l'exploitation des esclaves en Afrique. Alors là, on a trouvé des gens qui ont réussi à monter des véritables industries humaines, aussi bien dans le négoce de transport, c'est-à-dire des bateaux dans lesquels on prévoyait 100 places pour mettre 100 esclaves. On allait en Afrique pour remplir le bateau et puis on les amenait ensuite ailleurs et c'était un marché extrêmement lucratif. Quand je dis 100 places, il y avait 100 places prévues, on en mettait 200 et puis survivait qui pouvait. Et puis là-dessus, déjà, des fortunes assez gigantesques ont commencé à se créer dans les colonies, ce qu'on appelait, par l'exploitation donc industrielle des humains. Et les très grosses fortunes ont commencé à se faire, mais des fortunes absolument immenses, dont il reste des générations après des gens qui ont toujours aucun besoin de travailler, sinon juste à actuer en politique ou autre. On peut citer en France, par exemple, Giscard d'Estaing, on peut citer Mendès France, on peut citer tous des gens qui ont bâti leur fortune sur l'exploitation industrielle des hommes. Alors, dans tout ça, le chômage d'aujourd'hui, on nous conditionne à penser qu'il y a une relation directe entre le travail et le chômage. Or, on oublie complètement, on occulte complètement la notion de la révolution industrielle qui a eu lieu et qui, au XVIIIe, XIXe siècle, a complètement modifié tous les paramètres. Alors, pour m'en expliquer, c'est pas facile. Je vais prendre un exemple qui n'est pas adapté au concret, mais c'est le seul moyen, durant une vidéo comme ça, de s'expliquer. Soyons logiques. Quand je disais tout à l'heure qu'il y a des acteurs qui sont volontaires et d'autres qui sont involontaires ou inconscients, je veux dire ceci. Si vous êtes patron d'une entreprise, vous fabriquez un produit, quel qu'il soit, peu importe, et puis vous avez une cinquantaine de salariés pour cela, que vous payez tous les mois, etc. Et puis si demain on vous offre une machine qui va remplacer 48 de ces ouvriers, et donc, la machine vaut cher, vous allez faire votre calcul et vous allez vous dire, bon, bah, effectivement, dans 4 ans, j'aurai amorti la machine. Donc, pendant 4 ans, ça me coûte la même chose de payer la machine ou les ouvriers. Mais dans 4 ans, par contre, tout le salaire de ces ouvriers, il va me tomber dans la poche. Alors, légitimement, n'importe quel chef d'entreprise logique, puisqu'il est là pour faire du bénéfice, puisqu'il a risqué son patrimoine pour monter son entreprise, sa première réaction logique, ça va être de dire, bon, donc j'achète la machine. Pour l'acheter, il n'a pas l'argent. Là-dessus intervient un deuxième acteur qui est le banquier. Le banquier va avancer l'argent sur une machine et à cette époque-là, encore, les prêts n'étaient pas exclusivement sur gage, c'est-à-dire on n'avait pas automatiquement le besoin de donner un patrimoine en échange d'un prêt inférieur à ce patrimoine pour que la banque soit garantie. À cette époque-là, les banques prêtaient sur la machine et sur la rentabilité probable de la machine, assez fréquemment, et donc on facilitait complètement l'installation, le développement industriel. Alors là, encore une fois, le banquier, il joue son rôle de banquier. Est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il est inconscient? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est involontaire? C'est très difficile à dire, on n'est pas dans la tête de chaque personne qui a agi à cette époque-là, et le plus probable, c'est qu'il n'était pas conscient au niveau de la société en général des actes sur le moment. Il voit juste, je prête l'argent, avec tant d'intérêt, ça me rapporte tant, je suis garanti par la machine, bon, c'est une opération financière rentable. Après, se met en place un schéma
involontaire, mais un schéma qui se met en place, on va dire un petit peu à l'insu de tous les acteurs. À savoir, imaginons qu'on prenne un petit village, et dans ce village, il y a deux catégories de population. Je limite volontairement, c'est un exemple, c'est un schéma, c'est rien d'autre. Mais je limite. Dans ce village, donc, on a 100 ouvriers qui travaillent dans une boulangerie à fabriquer le pain, et on a 100 ouvriers qui travaillent dans une menuiserie, par exemple, à fabriquer des chaises. Bien sûr, tous touchant un salaire, les ouvriers qui vendent du pain avec leur salaire peuvent acheter des chaises, et les ouvriers qui vendent des chaises avec leur salaire peuvent acheter du pain. Si maintenant on met une machine en place chez le boulanger et que les ouvriers se retrouvent au chômage, et si on met une machine en place chez le menuisier et que les ouvriers se retrouvent au chômage, on va produire toujours autant de chaises, on va produire toujours autant de pain, mais par contre, il n'y a plus personne pour acheter parce que les ouvriers ne touchent plus leur salaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence à vendre ailleurs. Parce que celui qui a acheté la machine pour remplacer les ouvriers, qui veut gagner de l'argent, veut continuer à vendre des chaises, donc il va commencer à vendre des chaises ailleurs. Et puis alors après, on rentre dans un deuxième schéma, à savoir, je fabrique des chaises à tel prix, maintenant je veux gagner encore plus, puisque j'ai une machine qui me les fabrique, donc ce que je vais faire, je vais baisser la qualité des chaises que je fabrique, en les vendant toujours au même prix. Ou alors, il y en a d'autres qui font comme moi et qui me concurrencent. Donc, avec la même présentation, je vais baisser la qualité des produits, faire un produit de plus en plus basse qualité, mais de plus en plus accessible pour des gens qui ont de moins en moins de moyens. Tout ça répond toujours à des logiques et souvent à l'insu des propres dirigeants de ces marchés. Alors, on se retrouve dans une situation où les produits qui sont vendus baissent sans cesse de qualité, les gens qui peuvent les acheter sont de moins en moins nombreux, on va chercher des marchés à l'extérieur parce qu'on va chercher là où il y a encore la possibilité de vendre. Et puis, ce qui se passe, c'est que au bout d'un certain temps, le produit lui-même commence à saturer. C'est-à-dire que la machine continue à produire, mais beaucoup plus que le marché n'en demande. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence à faire des chaises avec des barreaux fragilisés à certains endroits de façon à ce qu'elles se cassent, de façon à ce qu'elles ne durent pas très longtemps, pour que les gens en rachètent. Pour donner des exemples plus précis, dans les années 1900-1905, ont été inventées des ampoules électriques qui avaient une durée de vie pratiquement de plusieurs siècles. Ces ampoules, vous les achetiez, vous l'installiez chez vous et 100 ans après, elles fonctionnent toujours. Aujourd'hui, on est en 2013, il y a plusieurs usines dans le monde qui ont ces ampoules en place depuis les années 1900 et elles fonctionnent toujours. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les marchands d'ampoules, ils se sont réunis et ont étudié techniquement le moyen de les rendre plus fragiles pour qu'elles s'usent et s'abîment plus rapidement. De cette façon, ils maintiennent le marché. Alors, encore une fois, est-ce qu'il y a une volonté consciente de dégénérer la société ou est-ce qu'il y a juste une volonté de profit immédiat? On retrouve toujours une volonté de profit immédiat. Je ne crois pas qu'il y ait une volonté consciente de détruire notre société. Cet exemple sur les ampoules, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est vrai pour les voitures, c'est vrai, par exemple, moi je connais personnellement une société chimique qui a reçu la commande, il y a très longtemps de ça, des collants et des bas pour femmes qui avaient un gros problème, c'est que ça ne s'abîmait pas, donc une femme qui avait acheté des collants, elle pouvait les garder une éternité, parce qu'ils ne se filaient pas. Donc, ils ont demandé à cette usine chimique de passer tous les collants dans un bain spécial pour les fragiliser, pour qu'à peine on les touche, ils se filent et il faut en racheter d'autres. Donc, il y a une multitude de produits comme ça. Aujourd'hui, tout le monde le voit avec, par exemple, les imprimantes et puis un tas de matériel en informatique qui sont faits pour durer très peu, et on les remplace parce que ça coûte moins cher que de réparer, etc. Donc, toute notre société s'est montée comme ça, et c'est ce que les politiciens qui ne sont ni philosophes ni très compétents, malheureusement, il faut bien le dire, appellent la croissance. C'est pas de la croissance, c'est du gâchis permanent pour maintenir une fausse industrie qui n'est pas une industrie réelle de besoin, mais une industrie de produire à tout va parce qu'on a mis en place un système qui oblige à produire à tout va. Alors,
Là-dessus, il y a quelques hommes qui, eux, pensent à beaucoup plus long terme, qui sont des penseurs, des philosophes, qui ont compris cela. Et puis les premiers, on va dire, le premier d'entre eux peut-être, c'est Condorcet, donc ça remonte à 200 ans, qui avait compris que effectivement avec cette révolution industrielle, un philosophe qui devrait être ce qu'on appelle les politiciens, c'est-à-dire que dans ce village où on a ceux qui produisent le pain, ceux qui produisent ça, on a le banquier qui a prêté l'argent pour acheter les machines, et puis on a tous les ouvriers qui se retrouvent au chômage, et on a toujours les mêmes produits qui arrivent sur le marché. S'il y avait un dirigeant, un philosophe qui analyse cette situation, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dirait, bon, là-dessus, c'est le rôle de la communauté en général, donc ce qu'on appellerait l'État, c'est le rôle de la communauté en général de gérer la situation de telle manière que l'État récupère une partie, sous forme de charge sociale, sous forme de ce qu'on veut, mais récupère une partie du surbénéfice que vont faire ces entreprises pour continuer de maintenir un salaire aux chômeurs. Et à ce moment-là, on ne les appellerait pas des chômeurs, on les appellerait des gens normaux qui ont un revenu universel qui garantit toujours leur mode de vie, leur pouvoir d'achat, leur qualité de vie. Alors, si on était parti dès le départ sur ce concept-là, en fait, tous les ouvriers auraient été enchantés à chaque fois que des machines se mettaient en place et qu'ils quittaient leur travail, parce qu'ils travaillaient presque plus et ils gagnaient toujours pratiquement la même chose. Alors, le premier qui a trouvé ça, donc Condorcet, a parlé et imaginé un système de cette manière de revenu universel pour rééquilibrer la société et maintenir le fait qu'il n'y ait jamais de chômage. Puisque, en fait, tous ces gens qui se retrouvent démunis d'emploi parce qu'il n'y a plus besoin de leur emploi ne sont pas des chômeurs. Ce sont simplement, nous, on n'est pas nés pour travailler, ce n'est pas une finalité absolue. L'évolution de la race humaine, c'est d'avoir à la fin des machines qui fassent tout pour nous et que nous, on reste au soleil. On pense, on réfléchit, on fait un minimum de travail, mais un travail beaucoup plus constructif, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus intellectuel que d'être en train de ramer, de faire des travaux manuels. Donc ça, c'est l'évolution normale de l'être humain. Et cette évolution de l'être humain, si on la suit au fur et à mesure avec l'évolution industrielle, ça fait très longtemps maintenant que le revenu universel aurait dû se mettre en place automatiquement au fur et à mesure que l'industrie et la capacité technologique se développent. Qu'ont fait ceux qui mènent le monde, qui sont avant tout, puisque si on remonte la chaîne, ce sont avant tout les banquiers, ce qu'ils ont fait, c'est gérer le système de prêt, gérer le système financier de telle manière à s'accaparer la totalité des richesses. Donc, en clair, ça veut dire qu'un patron qui remplace ses ouvriers par une machine, ce qu'il veut, c'est se mettre tout l'argent des salariés dans la poche. Alors, le rôle de l'État, ce serait de l'empêcher, et ce serait de gérer les choses. Si l'État ne joue pas son rôle, parce qu'il est commandé par les banquiers, alors il joue juste le rôle d'intermédiaire, de reprendre des charges, etc., pour garantir que le banquier va toucher plus. Et c'est ce qui s'est passé dans notre société, si on prend en France, par exemple, euh, en, depuis les années juste après-guerre, donc après les années 45, où la France vivait presque normalement durant une vingtaine d'années, par exemple, on va dire, jusqu'aux années 70-75, alors ils ont inventé la crise économique, c'est-à-dire de faire monter tous les prix artificiellement de façon à reprendre globalement à toute la population un peu d'argent pour commencer à créer ce besoin d'un deuxième travail, c'est-à-dire d'un deuxième membre de la famille qui travaille. Donc le besoin de la femme de travailler aussi, que ce soit non pas parce qu'au départ, il y a des femmes qui travaillaient dans les années 50-60, mais elles travaillaient pour le plaisir, pour s'occuper. Elles travaillaient à mi-temps souvent. Elles travaillaient, disons, pour un complément, pour un petit confort de plus, pour se payer des belles vacances, mais sans aucune nécessité. C'est seulement à partir des années 70 que c'est devenu une nécessité. Et cette nécessité a été créée artificiellement par ces montées de prix, etc. Alors quand aujourd'hui on nous dit qu'il y a 5 millions de chômeurs, en réalité, si on analyse le système concrètement, ce ne sont pas des chômeurs, ce sont des gens à qui on ne donne pas le salaire qu'il aurait dû, à savoir ce revenu universel que tout le monde devrait percevoir et qui devrait être suffisant maintenant pour qu'un humain puisse vivre sans avoir besoin de travailler,
et ne travaille que pour s'offrir des extras, que pour s'offrir un luxe supplémentaire, etc. Et ça devrait être notre norme à tous permanente. Et depuis maintenant au moins 30 ou 40 ans, la technologie en place permet que notre monde fonctionne comme ça. Et s'il ne fonctionne pas comme ça, c'est parce que les acteurs majeurs du système économique veulent accaparer la totalité des richesses. Et si on regarde un petit peu les comptes, il y a très peu de temps, on a entendu parler des affaires Falciani, Hervé Falciani essentiellement, mais aussi deux, trois autres affaires où on s'aperçoit que dans une seule banque sur des milliers et dans un seul paradis fiscal sur 50 ou 60 qui est en tout, sur une seule banque, on trouve 200 milliards d'euros. Alors, récupérer ça sur ensuite toutes les banques, multiplier ensuite par tous les paradis fiscaux, et voyez les sommes monstrueuses qui ne sont encore que les commissions, petites commissions que touchent nos politiciens pour continuer à favoriser les banquiers. Donc, quand on arrive à des montants de cette somme qui représentent les chiffres de plusieurs années de tout le pays, voilà où va tout l'argent. Parce qu'à la fin, cet argent est transformé en yacht, est transformé en choses que vous n'imaginez même pas, peu importe, c'est pas le sujet, mais en tous les cas, quelques personnes accaparent la totalité des richesses. Si ce n'était pas le cas, les rapides calculs qui ont été faits par pas mal d'économistes, puisque maintenant dans le monde entier, beaucoup d'économistes se sont penchés sur ce fameux revenu universel et l'ont étudié, et même en France, on l'a calculé. Aujourd'hui, tout le monde devrait pouvoir toucher 1 500 à 2 000 euros tous les mois, en plus, qui travaille ou qui ne travaille pas, peu importe, et puis tout le monde. Et sans que ça perturbe en quoi que ce soit l'économie, ou bien au contraire, puisqu'on se retrouverait avec tout un système d'activité professionnelle, une mentalité des entreprises, etc., qui serait complètement différente. Beaucoup de gens, par exemple, entreprendraient alors qu'aujourd'hui, ils en ont peur. Les charges sociales ne seraient plus du tout la même chose. Tout changerait complètement. Et on pourrait vivre avec une qualité de vie absolument extraordinaire. Et la notion de chômage elle-même ne voudrait plus rien dire. Donc si aujourd'hui on croit qu'il y a du chômage, en fait, on a été conditionné par plusieurs siècles de relations entre travail et vie sociale. Or, c'est là où c'est erroné. Et quand je dis que c'est un mensonge, c'est pas seulement parce qu'il se trompe, c'est pas seulement parce que une multitude de journalistes nous rabâchent ça durant des infos, durant des reportages, durant des films, etc., et que tout est organisé sur cette base pour que ce soit dans notre tête dès tout petit, le travail, et nos enfants, on les éduque d'aller à l'école pour avoir un bon diplôme, pour avoir un bon travail, etc., etc. Tout ça, c'est un conditionnement, la plupart du temps, involontaire de la part des journalistes, des professeurs, de tous ceux qui y participent, et on y participe tous malgré nous parce qu'on n'a pas cette conscience. Mais en revanche, là où c'est un mensonge, c'est que ce concept de revenu universel, ce concept de gestion des finances au niveau de l'État, beaucoup de philosophes l'ont analysé depuis très longtemps. Or, les grands banquiers, les grands dirigeants du monde sont parfaitement conscients de cela. Eux, ils le savent. Et ils le savent depuis très longtemps, ils le savent depuis plus de 100 ans. Parce que c'est eux qui financent les plus grandes fondations, les plus grandes universités, c'est eux qui, quelque part, ont accès les premiers et en exclusivité à tout le savoir le plus haut qui existe, par exemple les technologies les plus hautes en médecine, en aérospatiale, etc. Tout ça, ils le contrôlent complètement. Et le public ne sait presque rien de ce qui se passe réellement. Donc, dans ce domaine-là aussi, au niveau des concepts sociaux, des concepts de l'évolution humaine, etc., ils ont des rapports, des analyses, etc., qui font que ça fait plus de 100 ans qu'ils savent pertinemment que ce revenu universel est la conséquence logique de l'évolution humaine et d'une répartition équitable et normale. Or, bien sûr, si vous étiez à leur place et que vous ayez la possibilité de contrôler l'information, de contrôler l'industrie, puisque c'est vous qui prêtez et qui financez cette industrie et qui en tirez les plus gros profits, si vous aviez tout cela et que vous aviez la possibilité de berner tout le monde en leur faisant croire au chômage pour continuer à vous accaparer toutes les richesses exclusivement, peut-être que vous feriez pareil qu'eux. En tous les cas, demain, on peut supprimer totalement
le chômage. Si vous prenez un chômeur et que vous lui dites, voilà, on t'appellera plus chômeur, mais maintenant, on va juste te donner 2 000 € tous les mois. Bah, croyez-moi que le type, il va pas courir en disant, je suis chômeur. Et puis, il va aller nulle part. Parce que si on examine un petit peu aujourd'hui le système du chômage, on essaye de contenir les gens dans la misère avec des RMI, RSA, je sais pas quoi, à 400 ou 500 € par mois, c'est-à-dire quelque chose de ridicule. On dépense une fortune en fonctionnaires, en spécialistes de recherche d'emploi, enfin, et on se retrouve avec des centaines de milliers de gens employés pour gérer des gens à ne rien faire, enfin un truc complètement aberrant. Mais tout ça, c'est pour occuper le monde et le payer au minimum. Maintenant, vous prenez toute la masse de ces fonctionnaires inutiles, vous prenez sociaux, etc., et puis vous prenez toute la masse des chômeurs, puis vous donnez à tout le monde 2 000 € par mois, puis il n'y a personne qui est chômeur, et puis tout le monde vit bien. Or, cet argent ne représente rien à côté des sommes qui sont dégagées par notre société. Quand je dis que ça ne représente rien, ça représente une bouchée de pain. C'est-à-dire qu'il en reste énormément pour que tout le pays évolue et continue d'évoluer dans ce sens-là, avec de plus en plus de facilité, un temps pour les humains de plus en plus court à travailler, parce que notre vie, elle n'est pas dédiée à passer toute notre vie à travailler. Et aujourd'hui, quand je vois qu'ils osent même essayer de repousser la retraite, enfin, etc., pour continuer de maintenir cette pauvreté, etc., ça va à l'inverse de l'évolution humaine. C'est le mensonge le plus monstrueux qu'on ait jamais supporté. C'est un des pires qui soit, parce que le mensonge est énorme. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, je ne sais pas si c'est tellement évident, je ne sais pas si j'ai su l'exprimer, mais en tous les cas, n'importe qui peut prendre les chiffres, et ils sont écrits dans tous les journaux, parce que les journaux n'ont pas pu cacher l'affaire Falciani, mais aussi cet autre spécialiste des paradis fiscaux qui en ce moment a fait plusieurs, comment dirais-je, a fait plusieurs déclarations complètes, puisque lui aussi confirme tout ce que dit Falciani, mais il a été au courant par une autre banque des affaires concernant Fabius, concernant Sarkozy, etc. Et les sommes en jeu sont celles-ci. Alors maintenant, regardez réellement, prenez juste 2 minutes et prenez, vous allez sur Internet et vous regardez les chiffres. Quelle est la dette de la France qui fait qu'on est si pauvre? 50 milliards par an. Qu'est-ce qu'ils ont mis sur les comptes en banque? Juste avec 2 banques, les 2 déclarés par ça, on est déjà à 400 milliards. Et ça, c'est uniquement ce qu'on sait. Et c'est 2 banques sur les milliers qu'il y a en Suisse, sur Liechtenstein, au Luxembourg, et tout ce qu'il y a dans les paradis fiscaux et tout, la dette, soi-disant la dette de la France de plusieurs milliers, de 1600 milliards, je crois, qui est presque rien non plus. Mais cette fameuse dette, à qui on la doit? Aux îles Caïmans. Faut arrêter les mensonges, faut arrêter. Tout est un mensonge monstrueux, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment le démontrer, parce que c'est tellement évident qu'on nous met des barrières devant les yeux, on nous met des œillères permanentes pour nous empêcher de voir. Alors, de temps en temps, des petites affaires se révèlent, et puis les journalistes font attention de ne pas aller beaucoup plus loin, mais soyons logiques, quoi. S'il y a 2 personnes de 2 banques différentes qui ont travaillé dans ces banques et qui viennent dévoiler chacun que dans sa banque, c'est plusieurs centaines de millions, de milliards, pardon, d'euros, alors dites-vous que toutes les autres banques ont aussi quelqu'un qui pourrait venir dénoncer aussi et additionner toutes ces sommes. Et puis vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de chômage. Il y a quelqu'un qui nous vole l'argent que produit toute notre société, mais il n'y a pas de chômage. Voilà. Je ne sais pas si j'ai su m'exprimer clairement, je ne sais pas si c'est pas facile de démontrer ça, parce que je sais qu'il y a des gens en ce moment qui regardent cette vidéo et puis qui se disent mais moi je suis au chômage et puis il me manque de l'argent. Ben oui, mais c'est pas le travail qui vous manque, c'est l'argent. Et l'argent, il y a quelqu'un qui nous le vole. Et c'est là le problème. C'est pas le problème du travail. Voilà.